Bienvenue à tous. Merci. L'émission a été annoncée depuis ce matin sur Télé 50. Beaucoup de messages reçus parce que nous sommes en 2026, mois de janvier, et nous devons tout savoir sur les accords de Washington, le processus de paix dans notre pays, avec tout ce qui se passe en ce moment à Lomé, à Luanda et ici à Kinshasa. La personne attitrée, c'est le ministre, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, notre invité, comme annoncé. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu sur Télé 50. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup. Mes vœux le meilleur. À vous aussi. Au nom de toute l'équipe de Télé 50 qui vous accueille pour la première fois en 2026. Dieu sait que vous êtes très occupé, beaucoup d'activités, beaucoup de voyages. Vous portez bien? Très bien, merci. C'est un plaisir parce que parmi les questions que les gens m'ont posées, ils m'ont demandé de demander au ministre comment il se porte. Comme un charme, vous allez dire. Comme un charme, Ouais. installé. Merci. Alors, l'émission, nous allons la faire en ayant un petit focus qu'on a fait à Télé 50 sur un peu l'état des lieux du pays. En 2026, nous sommes au mois de janvier, depuis quelques temps, tout un processus est mis en place. Doha, Washington, Lomé, il y a quelques jours. Et le président a fait beaucoup de déplacements à Luanda. Vous étiez toujours un peu avec lui parce qu'on voyait dans les coulisses avec vos collègues, etc. Et aussitôt, vous venez à Kinshasa, des points de précision par rapport à cela. Voici ce que nous allons essayer de comprendre à travers cet état des lieux de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 20 janvier 2026. Il y a tout justement 2 ans, Félix Tshisekedi prêtait serment pour la 2e fois à l'issue des élections générales qui l'ont vu triompher avec un score historique et ce, à tous les niveaux. Plus de 70% de voix, donc très loin devant les opposants partis en ordre dispersé et une majorité absolue dans toutes les 2 chambres du Parlement, sans parler des assemblées provinciales où sont ensuite plébiscités gouverneurs ses différents lieutenants. Fort de cette stabilité, le président réélu prend 6 engagements devant le peuple congolais et plusieurs de ses homologues dans un stade de martyr des beaux jours. Créer plus d'emplois, accroître le pouvoir d'achat, renforcer la sécurité, diversifier et rendre l'économie plus compétitive, améliorer l'accès aux services de base, rendre les services publics plus efficaces. Son premier gouvernement, avec une femme à sa tête, arrive plusieurs mois plus tard et s'inscrit dans la logique de ce serment devant le peuple. Seulement, quelques mois plus tard, c'est une campagne de changement ou modification de la Constitution qui retient l'attention. Félix Tshisekedi entame une tournée dans le Congo profond pour expliquer la nécessité d'une loi fondamentale, revue ou totalement changée. Kisangani, Kalemi, Lubumbashi, Kolwezi et quelque peu dans le Kasaï, la classe politique adhère peu à peu à son discours avant que soudain... La situation sécuritaire, laissée un peu enveilleuse dans les débats, dégénère. Les rebelles du M23 en action depuis juin 2022, soutenus par le Rwanda selon plusieurs rapports internes et internationaux, s'emparent des chefs-lieux du Nord et Sud Kivu dans une violence qui fera date. Le président de la République, jusqu'ici confiant de sa capacité à réagir, appelle à une mobilisation nationale. La guerre est popularisée dans les débats. Les FARDC, seuls, ne parvenant pas à gérer la situation, des interventions militaires des autres pays arrivent ensuite pour calmer la situation. En interne, des voix s'élèvent pour un dialogue inclusif porté notamment par les évêques de la Senko et de l'ECC, une idée qui n'emballe pas tant que ça Félix Tshisekedi, fier de son large triomphe aux élections de 2023. Le président de la République revendique une solution définitive plutôt qu'un nouvel accord factice qui sautera en pièces au bout de quelques temps comme autrefois. Pour ce faire, les capitales africaines et du monde se succèdent. Nairobi, Luanda, Doha, Washington ou encore Lomé, la question de la paix durable en RDC a longtemps pris l'avion ces 2 dernières années.
Sur terrain pour le moment, l'initiative américaine, un temps dossier personnel de Donald Trump, semble fonctionner mieux que le reste. Au lendemain de la signature d'un accord de paix, les rebelles ont semblé faire la sourde oreille et foncer sur Uvira, nouvelle ville stratégique dans l'est du pays, avant de se retirer et laisser place au FRDC et les Wazalendo. Alors que court très rapidement ce second mandat, Félix Tshisekedi ne s'est pas occupé que de la guerre depuis 2023. Avec 2 équipes gouvernementales, maintenant Judith Suminwa à sa tête, plusieurs urgences sociales sont traitées. Le panier de la ménagère prioritairement, avec une baisse des prix significatifs des biens de première nécessité, mais aussi les carburants à la pompe. Un gouvernement qui s'est aussi engagé à doter le pays des infrastructures routières, aéroportuaires et universitaires, inaugurées en grand nombre à travers le pays et pas qu'à Kinshasa. Parmi les plus emblématiques, Kolwezi, Lubumbashi ou Mbuji-Mayi. Avec une bonne mobilisation des recettes, la valeur du franc congolais se permet même de grimper face au dollar américain, n'en déplaise aux économistes qui évoquent une situation éphémère. Un adjectif autrefois utilisé pour qualifier la réforme sur la gratuité de l'enseignement qui se poursuit pourtant courageusement et de plus en plus dans des meilleures conditions grâce aux bons pupitres offerts par le président de la République mais fabriqués par les bâtisseurs, ces jeunes qui s'aimaient le chaos, autrefois à Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un immense défi avec des problèmes complexes, allant des embouteillages monstres à des inondations. Quel challenge, monsieur le ministre? Les grands défis façonnent les grands hommes. Quel challenge? Un an pile poil, aujourd'hui, jour pour jour, 2020, ou plutôt 20 janvier de l'année dernière, 20 janvier cette année, un an que le président prêtait serment. Vous êtes, je ne veux pas dire l'indéboulonnable ministre de la C'est pas 2 ans Communication, par hasard? Mais l'habituel porte-parole du gouvernement chaque vendredi, à l'issue du Conseil des ministres, vous apaisez l'opinion, vous donnez des orientations. La question, principalement aujourd'hui, c'est ces livrets que j'ai reçus aujourd'hui, tout savoir sur les accords de Washington, qu'on a présentés comme étant historiques, qu'on a présenté comme la fin de nos malheurs. Est-ce que le ministre y croit? Écoutez, si nous n'y croyons pas, on n'aurait pas fait les déplacements. Ici, on peut bien comprendre les différentes réactions des uns et des autres sur l'accord. C'est aussi ça la vitalité de la démocratie. Mais je pense qu'on n'a jamais été autant très avancé dans la résolution que nous voulons durable et définitive de la crise avec le Rwanda. Je rappelle que l'un des points forts de cet accord que vous tenez à la main, l'accord de Washington, c'est qu'on a cristallisé le conflit que le président rwandais a toujours nié devant son opinion. Vous ne signez pas un accord de paix si vous n'êtes pas en guerre. Vous avez suivi le reportage que vos équipes ont préparé tout à l'heure. Ils ont parlé de plusieurs rapports qui disent qu'ils sont soutenus par le Rwanda, mais ça ne fait l'ombre d'aucun doute, nous le savons. Et cet accord a l'avantage de le cristalliser. Non seulement qu'il cristallise la partie sécuritaire, mais il y a aussi une ouverture sur la partie économique, parce qu'en réalité, la guerre que nous connaissons est une guerre des prédations. Et que toutes les identités et tous les prétextes qui sont avancés par le Rwanda ne servent qu'à maquiller cette guerre qui dure depuis 3 décennies, et depuis 3 décennies où le Rwanda a construit son modèle économique sur la base de pillage de ressources en République démocratique du Congo. Et je pense que dans le cadre du front médiatique ou économique ou encore judiciaire, on a démontré par A plus B que le modèle économique du Rwanda actuel va s'effondrer lorsque la guerre va se terminer. Et ici, dans cet accord de Washington, un peu pour ce qui se faisait à l'époque, c'est assorti d'ailleurs dans le texte, le cadre d'intégration économique régionale qui sera mis en place dès qu'on aura terminé la partie sécuritaire. Et c'est dans ces cadres-là qu'on verra évidemment comment travailler sur de projets communs, parce que la contrainte que nous avons avec le Rwanda, si je peux parler en termes de contrainte, c'est la contrainte naturelle. Le Rwanda sera toujours voisin
de la République démocratique du Congo et que nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas penser et régler la question qu'en regardant le prisme dictatorial du président rwandais actuel, parce qu'il passera dans le temps. Mais nous avons la conscience de notre grandeur, qu'aucune guerre ne peut supprimer, et c'est cette conscience qui nous permettra aujourd'hui, sur la base justement de l'accord de Washington, de repartir de bon pied dans les rapports avec le Rwanda, y compris pour parler d'économie, mais ça, c'est l'avenir. Monsieur le ministre, il faut qu'on jette un peu, je dirais, le cadre de tous ici. Le Rwanda, qui agresse effectivement la RDC depuis 30 ans, vous l'avez dit, à un moment donné, a été en très bon terme avec le président Tshisekedi. Il a été poignardé dans le dos, il a dit lui-même, et puis ils se sont fâchés, et il lui a tendu la main à Bruxelles pour lui dire « on va faire la paix des braves ». Maintenant, cet accord, ou ces accords, ceux qui ne vous aiment pas disent « vous avez spolié, pour ne pas dire, bazardé les richesses nationales, parce que Trump a besoin de nos richesses, comme il le fait au Venezuela, au Nigeria, en Syrie, en ce moment en Iran. Il n'a rien à faire avec la paix. Parce que si c'était le cas, il aurait dit à Kagame, illico presto, sortez du Congo, arrêtez d'embêter la RDC et faites la paix avec ce pays parce que moi je fais du business. Mais dans cet accord, nulle part, on criminalise Kagame. Bon, écoutez, ceux qui ne nous aiment pas, que vous avez mentionné au début de votre question... Ceux qui vous critiquent. Oui, quelle que soit la forme que vous prenez. Il y a un petit conseil pour ceux-là. Nous sommes aujourd'hui, vous l'aviez dit tout à l'heure dans votre état des lieux, le produit d'une élection. Le produit d'une élection. Oui. Donc il n'y a pas de crise de légitimité. Non, pas du tout. Le peuple a fait confiance massivement au président Tshisekedi. C'était un plébiscite. J'ai eu le privilège de faire le tour avec lui pendant la campagne électorale dans quelques-unes de provinces. C'était véritablement un moment de communion. Et vous savez comment la démocratie, le modèle démocratique fonctionne. Il y a un président, il y a une assemblée, il y a une majorité qui sort le gouvernement. Et nous sommes donc dépositaires de la légitimité des Congolais. Et que ceux qui ne nous aiment pas ou ceux qui nous critiquent doivent intégrer que pour le temps que nous sommes là, c'est nous qui prenons des actes qui engagent les pays pour l'avenir. Il faut bien avoir alors mais des critiques constructives qui nous permettent d'avancer, pas de critiques qui s'effondrent sur le mensonge, parce que sur cet accord, parmi ceux-là, je présume, je connais vos intentions, vous ne mentionnez pas Monseigneur Fulgence Moutéba. Mais je vais y arriver. Parce que il a dit pour 100 ans. Parce que justement, les textes, vous l'avez devant vous. Pour 100 ans. Les textes, vous l'avez devant vous. Vous avez compromis même l'avenir du pays. Mais justement, c'est que ce qui a été fait ces jours-là ne devrait jamais être refait. Je pense que s'il n'y avait peut-être pas des disciplines fortement tenues au sein de l'Église, je crois qu'il y aurait eu de voix dissonantes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Monseigneur, je n'ai pas envie de dire qu'il a menti, mais je veux dire qu'il n'a pas dit la vérité. Et vous savez que l'une de nos priorités pour 2026, justement, c'est de combattre la désinformation. Parce que lorsque vous désinformez, en l'occurrence, lorsque Monseigneur a désinformé, il a donné ce que les fidèles ont consommé comme une information. Parce que personne ne peut penser 2 secondes que du fait de son autorité spirituelle et intellectuelle, il peut dire de choses le jour de Noël qui ne sont pas correctes. 99 ans, vous avez les textes, oui. Lisez-le, parce que nous sommes de ceux qui pensent qu'on ne peut pas cacher des choses aux Congolais lorsqu'on les met dans des textes. Parce que peut-être beaucoup veulent profiter de cette forme de caricature, mais nous, c'est pour ça que sur ces textes, nous avons déjà commencé la campagne pour la partie première de l'accord du 27 juin. On va poursuivre pour la partie du partenariat stratégique, mais aussi sur la partie du cadre d'intégration économique régionale. Et donc, c'est que Monseigneur a dit ne figure pas dans ces textes. Dans ces textes que vous voyez... Donc, vous devez mentir. Vous les dites mieux que moi. Et donc, il est évident que ce que je dis est d'autant plus vérifiable que les textes sont disponibles, à la fois sur le site du département d'État que sur le site du ministère de la Communication de la RDC. Alors, la question pour venir dans le fond, oui. Pour venir dans le fond, parce qu'il faut replanter les décors de ce qui s'est passé le 4 décembre à Washington, parce que c'était effectivement une journée historique. Il y avait une dimension, j'ai envie de dire trilatérale, dans le cadre du processus de paix, où il y avait
les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous savez qu'avec le Rwanda, nous avons déjà signé l'accord du 27 juin 2025 et que par la suite, il y a le texte que nous devons signer et qui se colle à l'accord, le texte qui crée le cadre d'intégration économique régionale. Nous ne l'avons pas signé parce que nous avons voulu qu'il soit intégré dans les textes une clause qui dit clairement que tant que les troupes rwandaises seront sur notre territoire, on ne pourra jamais le mettre en exécution. Ça signifie qu'on ne pourra parler d'économie que lorsque la paix sera restaurée de manière durable. Est-ce que les Américains les comprennent comme ça? Évidemment, c'est une compréhension commune. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les textes, lisez-le, je vous le conseille, il y a des mécanismes qui sont prévus. Il y a un mécanisme conjoint de vérification de sécurité qui nous lie avec le Rwanda. Et dans ces mécanismes, les modérateurs, ils sont américains. Ensuite, il y a un comité conjoint de supervision. Les modérateurs sont aussi américains. Donc, il n'y a pas de pas que nous franchissons dans les cadres de cet accord que les Américains ne connaissent pas. Et donc, ça, c'est le volet trilatéral. J'en arrive, s'il vous plaît, parce que vous avez posé une question, mais qui a plusieurs facettes. Je vous restitue ce qui s'est passé le 4 décembre, et puis vous allez évoluer dans vos questions. Je vous en prie. Donc ça, c'est la partie trilatérale, ça veut dire États-Unis, RDC, Rwanda, dans le cadre du processus de paix. Et il y a eu, par la suite, dans les cadres bilatéraux, un accord de partenariat stratégique qui vient renforcer ce qui existe avec les Américains depuis 1984. Et aujourd'hui, les États-Unis nous classent parmi les 4 ou les 5 pays avec lesquels ils ont un partenariat stratégique. Nous, RDC. Oui, les partenariats stratégiques qui est assorti d'un mémorandum sur la sécurité. Je ne pense pas dévoiler un secret, mais dans le mois prochain, je pense qu'il y a une équipe de l'Africom qui va arriver en République démocratique du Congo pour discuter, y compris avec nos militaires, sur comment ces partenariats au plan militaire va se mettre en place. Donc on va avoir la couverture d'Africom. Donc, écoutez, une présence renforcée des Américains chez nous. Mais parce que dans le cadre de avec une base militaire, je souhaite. Bon, écoutez, toutes ces choses Africom, c'est ça. Mais toutes les choses feront l'objet des discussions avec les différentes parties prenantes. Mais ici, il faut considérer et il faut casser tout de suite ceux qui ont pensé qu'en réalité, aux États-Unis, on a bradé nos intérêts. De la première à la dernière ligne de cet accord. Qu'en ce qui concerne le processus avec le Rwanda ou avec les Américains, aucun intérêt n'a été bradé. Jean-Marie Kassamba, vous savez qu'ici, nous parlons de mines. Pour donner que l'exemple de mines, je ne voudrais pas parler des hydrocarbures ou d'autres potentiels. Un projet minier, pour prendre corps, il prend des années. Le président de la République, dans ce qu'il a fait ici, il a plutôt cimenté pour l'avenir de ce pays. Parce que pour le temps que nous travaillons, cet accord ne pourra pas produire pleinement les effets que nous escomptons. Parce qu'il faut les études, il faut et toutes ces choses. Et donc, les carrés miniers, tous ceux qui chantent, tous ceux qui chantent, y compris avec une volonté claire de désorienter les peuples de Dieu, n'ont pas lu cet accord. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est la nuance que cela doit faire, et c'est pour ça que je rappelais le lien entre nous et les peuples, parce que nous sommes dépositaires de son mandat. Vous ne pouvez pas nous aimer, vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais il faut faire attention que votre haine contre nous ne dépasse pas votre amour pour la patrie, parce que j'ai envie de dire que c'est obligatoire pour tous les Congolais d'aimer le Congo. J'ai envie de dire. On est en démocratie, ça peut faire débat, mais je crois que ceux qui sont patriotiquement congolais aujourd'hui doivent applaudir le président de la République pour les avancées qu'on a obtenues dans les cas de cet accord, parce que c'est les pays qui en tirera profit. Est-ce que je peux poser maintenant la question par rapport au processus lui-même? J'ai la chance de vous avoir parce que vous êtes le témoin vivant de tous les processus. Nairobi, Luanda, Doha, Washington et Rwanda. Pourquoi autant de va-et-vient? Non, d'abord, je commence par Luanda, ce que vous appelez Luanda. Parce que j'ai vu malheureusement... Ça, il y a une semaine. Parce que j'ai vu malheureusement qu'il y a... Et c'est pour ça que moi, je compte sur vous, comme Télé 50, parce qu'il faut qu'ensemble, nous puissions sécuriser notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, notre démocratie est menacée par le poison rwandais. Par poison rwandais, j'entends le virus de la désinformation. La désinformation, je vais vous l'expliquer tout à l'heure,
la désinformation que pompent les uns devienne les informations pour les autres. Votre métier, c'est l'information, et vous savez que c'est l'information qui permet aux uns et aux autres de se définir. Il y a eu beaucoup de propagande. Nous, s'il y a bien un élément qui fait notre différence des gouvernements précédents, c'est l'essence de redevabilité. Parce qu'il n'y a aucun acte que nous ne faisons, que nous posons, que nous n'expliquons pas aux Congolais. Et donc, les Congolais sont abreuvés par la vérité, et la vérité ne répond pas à l'impératif du buzz. Et nous sommes dans un contexte où nous sommes envahis justement par ces poisons rwandais qui se relayent à outrance. Et c'est un peu ce qui s'est passé autour de l'initiative du président angolais, à renfort de grosses propagandes. Mais si vous regardez la conclusion des uns et des autres, finalement, nous avions raison. Ce qui se passe à Luanda, c'est les présidents angolais. N'oubliez pas qu'on a plus de 2500 km de frontières entre la RDC et l'Angola, et que la situation en RDC a forcément une incidence sur l'Angola. Le président angolais, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Oui. Il a contacté les présidents Tshisekedi pour lui faire part. C'est lui qui nous a invités. Nous avons été invités par lui. Et à l'initiative de Lorenzo. Et lorsque vous lisez les différents communiqués qui ont été faits par la présidence angolaise, le premier jour où le président y allait, et le deuxième jour, la deuxième fois où nous sommes retournés avec le président, les Angolais précisent que c'est une initiative du président Lorenzo. Donc ce n'est pas Félix Tshisekedi, après l'échec de Doha, qui a dit et si je revenais à Luanda? Et si je relançais le Lorenzo qui était déçu lorsque il a découvert sur les écrans comme tout le monde, le président Tshisekedi a gagamé à Doha. Et nous ne considérons pas que le processus de Doha a échoué. C'est vrai qu'il y a toujours de problèmes. Mais vous n'avez pas été au dernier rendez-vous? Évidemment. Lesquels? Avec... Mais les rendez-vous qu'on raconte sur les réseaux sociaux par la propagande, approuvez-vous à la bonne source. Comment pensez-vous, qui met à mal à la fois le processus de Doha et de Washington? Ce sont ceux qui attaquent Uvira, avec de bombes qui partent du territoire rwandais, l'usage de drones kamikazes sur des cibles civiles. Vous savez, les bilans d'Uvira, c'est au moins 1500 morts, c'est au moins 300 000 déplacés. Oui, les opérations menées par le père, le Rwanda, et le fils, le M23. Uvira, c'est 1500 morts, c'est plus de 300 000 déplacés, c'est plus de 12 000 enfants sur des sites des déplacés qui ne retrouvent pas leurs familles, qui sont au Burundi, entre autres, et une partie en Tanzanie. Ça, c'est les chiffres. L'horreur. Comment vous pouvez penser vous asseoir avec que vous parlez non de plan que de tuer des innocentes populations? Vous savez que nous sommes suivis à Goma, là, maintenant. Bien sûr. Corneille Nangaa, l'AFC et l'M23 disent c'est le gouvernement qui nous bombarde alors que nous sommes avec lui à Doha. Alors, je ne souhaiterais pas que vous m'opposiez des propos qui sont tenus par ceux qui, en réalité, ont vendu leur âme. Ce n'est pas approprié pour nous de le reprendre, mais nous donnons la réponse à partir de faits. Les faits, lorsque vous suivez l'ambassadeur américain au Conseil de sécurité, début décembre, il démontre clairement le modus operandi. Et on ne mentionne même pas ce que vous mentionnez, parce qu'en réalité, en anglais, on dit c'est des puppets. C'est des marionnettes qui, en réalité, eux-mêmes sont prisonniers de leur père, parce qu'ils ne sont capables d'aucune initiative que le père ne parraine. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Je ne voudrais pas perdre mon temps à aller dans les détails, mais les faits, c'est le Rwanda qui opère. C'est pour ça que le parrain de toutes les discussions américains s'est exprimé clairement et sans ambiguïté. Et parce que le père était mis à nu, passez-moi l'expression, les fils est venu un peu comme un paravent pour dire « je vais quitter Uvira ». Mais les AFC, ils disent toujours, eux, ne pas être concernés par ce qui se passe à Washington. Sur quelle base, subitement, ils apparaissent comme candidats au débat pour dire « nous nous retirons unilatéralement ». Non, on est dans attention, ce qui s'est passé à Uvira, ce qui s'est passé à Uvira a violé tout ce qui existe. Jusqu'à tout ce que vous avez signé à Doha. Mais c'est une violation, parce que le premier principe, lorsque nous sommes assis et que nous commençons à discuter, c'est les cessez-le-feu. Parmi les deux premiers protocoles qui ont été travaillés par nos équipes et les équipes des supplétifs à Doha,
c'est le mécanisme de prisonnier, les mécanismes du cessez-le-feu. Du cessez-le-feu. Oui. Et donc, lorsque nous convenons, nous tous, que nous devons avoir un cessez-le-feu, on peut comprendre qu'il y ait des réalités de terrain qui font qu'il y a des opérations à gauche, à droite, mais on ne peut pas comprendre qu'on engage autant de moyens dans un conflit si intensif pendant que nous sommes en train de signer à Washington. On utilise des missiles sol-air, on déploie toute la haute sur des cibles civiles. Je rappelle pourquoi on voyait qu'il y a eu autant de personnes déplacées si les civils n'étaient pas ciblés. C'est donc une indication pour vous montrer qu'en réalité, et très peu de Congolais, certains de Congolais veulent délibérément désorienter d'autres Congolais. On y reviendra parce que malheureusement, dans l'entreprise du Rwanda au Congo, il y a toujours des traîtres qui se prêtent. Mais en réalité, depuis qu'on a commencé la dynamique de Washington, vous pouvez voir que le président Kagame n'est pas du tout confortable. Parce qu'il sait, il n'est pas confortable. Parce qu'il sait que c'est le début de la fin définitive de ses aventures au Congo. Quand les Fayoulou, les Mukwege, même ceux qui sont les Matates et les autres disent le vrai protecteur de Kagame, c'est Donald Trump et les États-Unis. Et la RDC est bluffée, pour ne pas dire anesthésiée par les discours mirifiques des j'ai pas envie d'aller dans des spéculations. De toute évidence, je dois rappeler que sur ces conflits, nous, c'est sur 5 points que nous répondons à cette guerre qui nous a été imposée. Les 5 points, oui. C'est le front militaire, c'est le front diplomatique, c'est le front économique, c'est le front judiciaire, c'est le front médiatique. Le président a mis en berne le front judiciaire. Non. Il a dit à Bruxelles. Pas du tout. Pas du tout. Il a dit pas du tout. Tout ce qui est judiciaire, CPI. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous tends ma main, je mets en veilleuse. Informez-vous bien. Parce que le président, je dois faire un petit rappel. Lorsque le président arrive en 2019 aux responsabilités en République démocratique du Congo, il tend la main, non pas seulement au Rwanda, mais à tous nos 9 voisins. Il effectue même des visites historiques dans tous ces 9 pays pour proposer aux uns et aux autres de construire des relations qui permettent à nos populations d'échanger. N'oublions pas que la RDC a une géographie unique qu'aucun pays n'a en Afrique, avoir 9 frontières internationales avec 9 pays voisins. Oui. Le président de la République a été à Kigali, non pas parce qu'il avait oublié le passé, mais parce qu'il a fait preuve de leadership en estimant que nos populations ne devaient pas être prisonniers. Prisonniers parce que nous avons un président rwandais qui a toujours eu des velléités expansionnistes et des pillages sur une partie de notre territoire. C'est sur cette base que le président de la République entame les nouvelles relations avec le Rwanda. Je rappelle que peu après l'investiture du président de la République, nous sommes en 2019, il est même à la base de la réconciliation entre le président rwandais et les présidents ougandais. Oui. Et les présidents angolais étaient aussi impliqués dans ces discussions. Donc c'est pour vous donner une indication de l'homme qui arrive au pouvoir en 2019, qui est un homme profondément attaché à la paix. Et lorsque la nature nous rappelle en mai 2021, après l'éruption du Nyiragongo, que la RDC et les Rwanda sont des pays qui sont à jamais liés, le président de la République a eu l'occasion d'aller voir les dégâts du volcan, de l'éruption à Rubavu, donc du côté du Rwanda. Le lendemain, le président Kagame a fait le mouvement vers Goma. J'étais là. Il y a eu des mémorandums là, on était des amis. Qui ont été signés, oui, de manière claire. Parce que c'est on a même signé des accords. Alors, c'est qu'on a signé. Évidemment, il y avait évidemment un mémorandum qui avait été signé entre Sakima, notre compagnie, Editor Limited, une compagnie rwandaise. Il y a eu des accords de libre circulation de population parce qu'il y a un besoin, Jean-Marie Kassamba, d'encadrer ces populations qui sont interdépendantes. En tout cas, les populations de Goma et celles de Gisenyi à côté, vous étudiez au Congo, vous dormez au Rwanda, vous étudiez au Rwanda, vous dormez au Congo. C'est la réalité du terrain. À ces pauvres populations, on ne peut pas imposer. Non, je vais y arriver parce que lorsque je plante ces décors, c'est pour que les uns et les autres situent la place que le président de la République avait donnée à la paix dès son arrivée. Lorsque vous choisissez la paix et que les autres pensent qu'ils doivent vous imposer la guerre,
vous y répondez. Et donc, même si aujourd'hui, nous sommes dans un processus diplomatique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité, le 2808 arrivé récemment, nous sommes dans un processus et nous sommes partie prenante des organisations internationales. Et donc, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, nous, pour la reprise de notre souveraineté, nous nous basons que sur la diplomatie. Ce serait une grosse erreur. Alors, vous avez rappelé justement ces deux résolutions des Nations Unies. Ce sont les Américains qui financent la MONUSCO. Pourquoi Paul Kagame ne peut pas être instruit? Parce que les gens disent toujours que le père de Kagame, c'est les États-Unis. Instruit par les Américains de respecter ces deux résolutions des Nations Unies, 2703, 2808, qui disent clairement qu'il faut au préalable le retrait des troupes rwandaises chez nous. Écoutez, lorsque je ne voudrais pas m'exprimer au nom du gouvernement américain, mais je voudrais rappeler que peu après la signature de l'accord, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui dit il y aura de up and down. Parce qu'il ne faut pas oublier, JMK, que nous voulons finir une guerre recyclée depuis 30 ans. Je vous épargne le chapitre de AFDEL, CNDP, M23, tous ces recyclages ou RCD, tous ces recyclages ou tous ces mauvais visages de fils de Rwandais, des mutations, etc. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture où nous voulons régler cette crise de manière définitive. Et pour régler cette crise de manière définitive, je vous ai plus ou moins étalé les 5 fronts sur lesquels nous sommes. Et nous pensons que nous allons y arriver. Évidemment, c'est un processus difficile parce que ce que nous faisons, c'est en réalité couper les beefsteaks que le président rwandais a appris à voler. Et lorsque M. Jean-Marie Kassamba, on va travailler à mettre en œuvre, par exemple, le cas d'intégration économique régionale. L'un des principes de base définis dans les cas de ces accords, c'est cessation de soutien à tout groupe armé. Et que le groupe armé devrait être totalement écarté de la production minière. Mais lorsqu'on arrête de faire ça, le Rwanda, son économie, va s'effondrer. Vous voulez étouffer le Rwanda ? Mais on n'étouffe pas le Rwanda lorsque nous nous assurons, nous, d'avoir la plénitude et la souveraineté sur nos minerais. Alors, beaucoup des gens, les intellectuels, disent, parmi les questions que j'ai reçues, ils demandaient au ministre Mouyaya, les minerais c'est chez nous, faune flore c'est chez nous, les parcs c'est chez nous. Quand il dit intégration régionale, nous on ira prendre quoi au Rwanda? Je vous donne un exemple. La CEPGL. J'ai eu le privilège, lorsque j'étais député, membre de la commission Affaires étrangères, de faire le tour de ce que représentait la CEPGL. 80% du budget de la CEPGL venait du Zaïre à l'époque. Oui, de Mobutu. Donc, il est évident que nous, de par notre grandeur, les pays... On va toujours nous piller. Non, c'est pas ce que j'allais dire. On ne va pas toujours nous piller, parce que le Rwandais de l'époque ne nous pillait pas. Mais au contraire, nous avions mis en œuvre justement un cadre comme celui de la CEPGL qui permettait aux Rwandais de profiter de notre marché et qui permettait aux Rwandais de profiter de notre potentiel. Je vous donne un exemple. Excusez-moi, ce n'est pas forcément pour acheter la paix. C'est le bon voisinage. Hein, j'ai même envie de dire, c'est la solidarité. Je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle Sinelac, qui produit l'électricité dans le Ruzizi. Oui. Et cette société est à la fois dirigée par un Rwandais, un Burundais et un Congolais. C'est une société qui est l'héritage de la CEPGL dont je parlais. Est-ce que ça continue à fonctionner encore? Elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Et que malgré toutes les fois qu'il y a eu des guerres, mais cette société a continué de fonctionner parce que la société donne de l'électricité aux 3 pays en même temps. Et parmi le projet Ruzizi 3, parmi les projets pour lesquels il y a déjà des financements presque bouclés qui n'attendent que la fin des hostilités, il y a le projet d'un autre barrage, toujours sur la Ruzizi. C'est pour vous donner une illustration que nous, par notre vocation, République démocratique du Congo, par notre grandeur, des pays qui sont environnants, c'est des pays qui sont dépendants de nous. Mais cette dépendance ou leur accès à notre marché doit se faire suivant de règles. Vous ne pouvez pas penser
bénéficier de ressources de la RDC en tuant des Congolais. C'est une aberration. Et pour cette fois-ci, le président de la République a dit que ça doit se terminer une bonne fois pour toutes. Et je pense que c'est pourquoi les compatriotes lui ont donné les soutiens, parce qu'il y a cette détermination. Est-ce qu'on fera la même chose avec l'Angola qui nous pompe notre pétrole, avec l'Ouganda, qu'on n'a jamais qualifié d'adversaire ou ennemi, alors que quand on écoute le fils Museveni ou Museveni lui-même... Bon, écoutez, de toute façon, il faut justement faire attention aux différentes déclarations que vous suivez, parce que la diplomatie ne se fait pas forcément sur deux postes. Ce qui se passe avec l'Ouganda actuellement, c'est que nous avons des opérations conjointes contre des ADF qui sont des terroristes d'origine ougandaise, et nous avons nos militaires qui décèdent avec des militaires ougandais côte à côte. Pour le reste, moi je ne veux pas rentrer dans les jugements de questions de politique interne là-bas, mais il y a un principe que vous devez savoir, c'est que la République démocratique du Congo, fidèle à sa tradition, travaille pour avoir des bons rapports avec chacun de nos pays voisins. Est-ce que l'Ouganda est notre ami ou notre ennemi, l'Ouganda? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des militaires ougandais qui décèdent aux côtés de militaires congolais pour combattre le terrorisme. Je pense que c'est une réponse qui dit tout. Monsieur le ministre, ces processus, c'est fatalement pour avoir la paix. Mais la paix, c'est aussi la politique interne. À Doha, ou à Washington d'ailleurs, on nous a recommandé le dialogue. Pourquoi vous êtes contre le dialogue? J'ai envie de vous poser la question, qui est contre le dialogue? Félix Tshisekedi, Patrick Mouyaya. Ils disent, nous, on fera le dialogue à notre initiative, avec les gens que nous, on va valider, avec les thématiques que nous, on va... Petit rappel, parce que vous ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Petit rappel. Je vous ai dit tout à l'heure, 2019, je rappelle. Le président de la République était au centre de la réconciliation entre le président ougandais et le président rwandais. Oui. Le président de la République est un homme de paix. Dans l'énumération que vous aviez fait tout à l'heure de personnalités congolaises, vous aviez parlé de Martin Fayulu ou du docteur Mukwege. Ils ont tous eu l'occasion de rencontrer les présidents de la République parce qu'ils partagent le souci commun, justement, que l'agression doit se terminer. Alors, le dialogue, s'il faut qu'on en parle. Inter-congolais. S'il faut qu'on en parle. Oui, parlons-en. Jean-Marie Kassamba, c'est quoi l'origine de la crise que nous connaissons actuellement? Bon, l'origine, les causes profondes selon les catholiques, mauvaise gouvernance, l'état policier, frustration, corruption, etc. D'après le gouvernement, c'est l'agression... Non. Est-ce que c'est une bonne réponse? Parce qu'il faut faire attention justement pour ne pas tomber... Cause profonde. Pour ne pas tomber dans les caricatures. Pour ne pas tomber... Je vous passe d'ailleurs cette expression. Vous et moi, en regardant tout à l'heure l'état des lieux que vos équipes ont préparé, on a dit que le président avait gagné à 73%. Et le corollaire de toutes les victoires qui ont suivi dans les autres chambres. Donc il n'y a pas en République démocratique du Congo une crise de légitimité ou une crise politique. Mais ils disent élection mal organisée. Allons-y s'il vous plaît. Ils disent mal organisé. Allons-y, JMK. Encore une fois, lorsque le président de la République a été réélu à 73%, je n'ai moi pas entendu ces gens venir contester. Alors, il faut faire attention. Lorsque nous rencontrons des difficultés du fait de la logistique, du fait de la culture électorale, du fait du nombre de Congolais qui se sont mobilisés pour aller voter, vous ne pouvez pas le regarder de loin et avoir du mépris. Parce que sur les processus électoraux, nous faisons de progrès. Je rappelle, j'ai exercé les métiers que vous exercez. À chaque fois qu'il y avait élection, tout le monde savait qu'Internet serait coupé. Oui. Internet n'a pas été coupé pour vous donner une indication. C'est pour vous dire que nous avons fait des progrès. Il faut faire attention de ne pas regarder le Congo sous les prismes de ceux qui tiennent à tout prix à jouer un rôle. Je reviens sur la question du dialogue. Oui. Je reviens. Oui, mais parce que j'ai constaté... En disant que comme ils n'ont pas joué un rôle majeur dans le processus électoral, il faut ils veulent à tout prix jouer un rôle central. Lorsque vous parlez des catholiques, j'en suis un.
Oui, mais alors non, il faut être précis. Cholet, Il faut être précis, et je souhaiterais que vous fassiez je souhaiterais que vous fassiez la démarcation entre ceux qui peuvent prendre des positions qui s'expriment souvent d'ailleurs à titre individuel. Je voudrais faire la démarcation entre leurs propos et l'Église. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien catholique. Oui. Je crois que toutes les prises de position qui sont prises, on n'est pas tous consultés en même temps pour donner nos opinions. La preuve, si je devais donner mon opinion, Monseigneur Fulgence Mouteba ne se serait pas trompé, il n'aurait jamais dit 99 ans. Ce n'est qu'un exemple, on ne va pas individualiser le débat. Mais je reviens, lorsque les catholiques prennent l'initiative d'aller voir le président de la République à leur demande, pour lui proposer justement la paix, le pacte pour la paix, le président de la République les accueille. Certains avaient même pensé que les présidents leur avaient donné mandat. Le président ne leur avait jamais donné un quelconque mandat. On a dit il a financé les déplacements, mais bon, on a plutôt entendu Monseigneur Mouteba dire comment ils ont reçu des traitements, comment ils ont été traités au Rwanda et tous les avantages qui leur ont été donnés de l'autre côté. C'est peut-être ça qui conditionne certaines prises de position, mais c'est pas ça le débat. Je reviens sur ce que je disais à propos du dialogue. Oui. Autant le président avait reçu les catholiques, autant le président a reçu les confessions religieuses. Oui. Et les présidents de la République, dans un exercice d'ailleurs de transcendance. Ici, il faut à la fois saluer le prêtre S.C. Senko, mais aussi les évêques autour des Jibayamapia, qui ont transcendé, parce que je crois qu'il n'existe plus de culte écuménique ici, où vous avez catholiques et protestants et les autres confessions religieuses. Mais sur cette question du dialogue, il y a un travail qui a été fait autour du cabinet du président de la République. Aujourd'hui, il existe une feuille de route. Alors, Jean-Marie Kassamba, lorsque les uns et les autres parlent, il faut qu'on soit réaliste. Dites-moi, en quoi une réunion ou un dialogue entre Congolais qui se tient à Kinshasa demain, est-ce que vous pensez que le lendemain, le président rwandais cesse ses aventures dans l'est de notre pays? Les opposants disent qu'ils vous ont écouté il y a 10 jours, quand vous avez dit, s'il y a dialogue, forcément qu'il se fera à Kinshasa. Et ils disent automatiquement, et d'ailleurs ils nous suivent en ce moment d'ailleurs, mais Patrick Mouya nous attire dans un guet-apens. Non, je veux continuer. Quand est-ce que nous on va venir faire un dialogue à Kinshasa où on arrête les gens chaque jour? Je veux continuer, JMK, oui, sur cette question, parce qu'elle est éminemment importante. Ce n'est pas parce que les Congolais vont faire un dialogue demain que Kagame va sortir de chez nous. Que Kagame va cesser ses aventures dans l'est de notre pays. C'est évident, c'est clair. Alors, maintenant, lorsque nous disons que ces dialogues doivent se tenir en République démocratique du Congo, d'abord, ces dialogues-là, vous appelez ça comment? Intercongolais. Intercongolais. Pourquoi ça ne s'est fait pas au Congo? Mais comme en Afrique du Sud. Mais pourquoi ça s'est... Mais parce qu'ils ont peur de venir d'être arrêtés. Premièrement, je vais en venir là où vous êtes. Oui. C'est qu'il faut qu'on combatte nous tous. Et c'est pour ça que moi je dis, si vous êtes patriotiquement congolais, vous ne pouvez pas tolérer le drame qui se passe au Burundi actuellement, où vous avez des familles entières. Je vous ai dit 12 000 enfants qui ne retrouvent pas les parents. Peut-être qu'ils ne les retrouveront jamais. Goma, en 3-4 jours, c'est 10 000 morts. 10 000 morts, vous avez vu l'horreur. Et vous ne pouvez pas vous dire, vous, Congolais, vous réclamez d'aller dans un dialogue. Un dialogue, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? C'est laver les linges sales en famille, n'est-ce pas? Oui. Les linges sales, le plus honnêtement possible. Les linges sales, pour les laver, qu'est-ce qu'on fait? On les sort, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on sortira les linges sales, oui, le premier linge qu'on devra nettoyer, c'est lequel? C'est l'agression. Et ils vont dire la mauvaise gouvernance. Non, JMK, j'y reviendrai. On va parler de gouvernance. Ne nous perdons pas sur cette question-là. Vous ne pouvez pas vous présenter comme un mouvement. En fait, en réalité, c'est un mouvement. Non, c'est un mouvement. Il y a un mouvement qu'on. Je ne voudrais même pas le nommer parce que c'est complètement faux. Le mouvement Sauvons le Rwanda en RDC. Je prends cette caricature, oui, parce que c'est ça la réalité. Pas seulement les Mais relisez, s'il vous plaît, JMK, relisez tous les communiqués. En commençant par le président honoraire, jusqu'au dernier membre du mouvement Sauvons le Rwanda en RDC.
On va couper ça au TikTok. Trouvez-moi là où Oui. ils prennent le courage de dénoncer le mal que nous connaissons à travers nos services, documentés par tous les pays du monde entier et qui font l'objet des débats publics, notamment au Conseil de sécurité. Vous qui êtes debout pour sauver, entre guillemets, le Congo, vous n'êtes pas en mesure, si vous n'êtes pas en mesure de dénoncer le mal dans les contextes actuels, vous êtes complice du mal. Disons les choses clairement. Je vous parlais tout à l'heure des traîtres, parce qu'il y a toujours des traîtres qui sont à l'ouvrage. Et nous connaissons les sorts de traîtres, parce que les aventures rwandaises au Congo ne commencent pas aujourd'hui. Et on a vu le sort qui leur a été successivement réservé. Et donc, de quoi on parle? Alors, s'il y a des gens qui tiennent vraiment... C'est une menace. Non, il n'y a aucune menace. S'il y a des gens qui tiennent à la République démocratique du Congo, oui, ils doivent regarder la République démocratique du Congo au-delà de nous qui sommes des dirigeants actuellement. Parce que vous pouvez avoir évidemment des choses à nous reprocher, mais il faut faire la démarcation entre ceux qui sont actuellement en responsabilité et le bien du Congo. Vous savez que Franck Diop vous a répondu à ce point? Non, s'il vous plaît. Il a dit ceci. Vous avez continué. S'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas sûr. Lorsque déjà les prémices ne sont pas réunies, les conclusions sont forcément fausses. Donc, je n'ai même pas envie que vous me dites ce que les autres ont dit, parce qu'ils partent sur un postulat qui est faux. Demandez-leur, c'est quoi leur opinion par rapport à la présence de centaines de milliers de Congolais qui n'ont rien demandé. Ils disent que vous y êtes pour dans quelque ces cas chose, au Burundi. Posez-leur la question. Parce que vous avez le devoir de sécuriser les Congolais par l'armée. Posez-leur la question. Vous n'avez pas pu sécuriser les Congolais. Vous voulez qu'on reparle de l'armée? Vous voulez qu'on fasse... Parce que pour le conflit que nous connaissons aujourd'hui, JMK, vous et moi, nous avons le privilège d'être passés par le Collège de hautes études des stratégies de défense CHESD. Dites-moi, vous voulez vraiment qu'on parle des défis que nous avons au sein de cette armée? Vous voulez qu'on reparle de brassage et des mixages? Vous voulez qu'on situe les responsabilités des uns des autres? Ça ne va pas nous avancer. Nous, on considère que nous sommes partis d'un héritage. Parti d'un héritage, je vous donne un témoignage, je suis député depuis 2011. Oui, depuis 2012, on a commencé à parler de la loi de programmation militaire. Elle est devenue effective 10 ans plus tard et c'est le président Tshisekedi. Aujourd'hui, en termes de volonté politique, je ne pense pas qu'il y a eu autant de volonté politique à restaurer ou à faire la montée en puissance de notre armée. Et moi, dans ceux-là justement, dans beaucoup qui parlent, je note une certaine ingratitude qui me choque. Jean-Marie Kassamba, nos militaires méritent une reconnaissance. Mais nos militaires, mais ils disent aussi que c'est vous qui avez clochardisé nos militaires. J'en arrive, attention. Vous n'avez pas donné des moyens. Attention. Vous avez cherché les Wandalendo, comment on appelle ça, les mercenaires, etc. Les militaires se sont sentis marginalisés. Ben, je vous ai laissé m'interrompre. Laissez-moi terminer. Je vous en prie. Laissez-moi terminer. Oui. Lorsque, aujourd'hui, le revenu de la solde du militaire a été doublé. Oui, bravo. Nous, de toute évidence, oui, nous, les progrès que nous faisons, on ne peut pas s'enorgueillir parce que c'est notre devoir. Et aujourd'hui, toutes les ressources qui se dégagent, je souhaiterais que vous approchiez Marc Ekila, qui est ministre de la formation professionnelle, pour vous dire tout ce qui est fait pour les dépendants de militaires. Nos militaires sont nos héros. Il ne faut pas penser parce qu'il y a évidemment quelques défis à relever sur certains terrains opérationnels. Pourquoi vous dites pas les échecs? Mais attention, pourquoi vous dites pas les échecs? Si nous n'avions pas nos militaires mobilisés... stratégique. Mais laissez-moi terminer. Mais... Allez-y. Désolé. Allez-y. À vous la parole. Si nous n'avions pas nos militaires, oui, peut-être que nous ne serons pas, vous et moi, en train de discuter en ce moment. Lisez un rapport de Human Rights Watch qui vous documente, parce qu'au Rwanda, c'est l'omerta. Mais on a remarqué, et ces rapports l'attestent avec des images satellites, que des cimetières grossissent. Au Rwanda. Et les cimetières qui grossissent, c'est essentiellement des officiers. Parce qu'au Rwanda, tous ceux qui sont les conscrits ou les sous-officiers qui meurent au Congo, même leurs familles ne sont pas au courant. Il y a un omerta terrible. Alors,
ne nous privons pas de reconnaître la force de nos militaires qui nous défendent. Et que les défis que nous connaissons au sein de l'armée, ce n'est pas des défis qui commencent avec le président Tshisekedi. Alors, je vous épargne justement de revenir par les passés parce qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'ont pas été bons. Une armée, c'est un corps, c'est une âme, c'est un esprit. Et lorsque le président Tshisekedi, parce que vous avez utilisé le mot tout à l'heure, le verbe clochardiser, lorsque le président Tshisekedi, lorsque le président Tshisekedi en parle, mais il parle du constat. Il parle du constat qu'il a trouvé. Et depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des efforts quotidiens qui sont gigantesques, parce que dans l'armée, il ne suffit pas seulement de recruter, il faut recruter, il faut former, il faut l'approvisionnement en munitions, il faut de la logistique. Il y a un point important dont les gens ne parlent pas. Décembre 2022, nous sommes sortis de la liste de l'embargo depuis 20 ans. On n'était même pas comme État capable, s'il vous plaît, oui, ne m'interrompez pas. On n'était pas capable d'acheter une arme officiellement comme État. Pendant 20 ans, on est resté dans ce régime. Et c'est avec le président Tshisekedi qu'on sort de ces cycles. Et donc aujourd'hui, nous allons des crédibilisations en crédibilité. Pourquoi pensez-vous que le président rwandais nous fait la guerre? Il nous fait la guerre justement parce qu'il a vu l'élan, la volonté politique, tout l'investissement qui est fait dans l'armée. Le jour où Jean-Marie Kassamba, le président, réussit l'objectif que nous avons avec l'armée, les Rwandais d'eux-mêmes sortiront de notre territoire pour ne plus jamais y revenir. Mais c'est la question que j'allais poser. Mais nous allons y arriver. C'est la question que j'allais poser. Pour qu'on y arrive, justement, oui, pour qu'on y arrive, il faut de l'investissement, il faut de la volonté politique. Et cette volonté politique, on l'a comme on l'a jamais eu avant. Et il y a des preuves. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent voir le noir dans ce qui se passe au Congo, ils se trompent. Parce que la plus grosse tromperie, justement, JMK, c'est que ces gens-là ont tous l'idée un jour d'arriver aux responsabilités. Mais tous, même si pour des postures politiciennes, ils peuvent venir nous critiquer, mais ils doivent prier pour que les présidents Tshisekedi réussissent, pour que le jour où eux arrivent aux responsabilités, qu'ils aient une tâche plus facile. C'est cela, c'est comme ça qu'on doit penser la politique. Lorsque vous voulez critiquer, vous pouvez venir avec des critiques constructives parce qu'il ne s'agit pas du bien personnel de ceux qui sont là pour le moment. C'est un bien collectif. Et lorsque vous vous dites leader, lorsque vous vous dites politique et que vous n'êtes pas en mesure de projeter le pays au-delà de ceux qui sont aux responsabilités, sur le moment, vous vous trompez. Et c'est bien cela la faiblesse qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda veut par exemple, on a vu les mouvements du M23. Les mouvements du M23, le Rwanda, dans sa stratégie malicieuse, veut nous faire croire, par exemple, que le gouvernement congolais a un problème avec la communauté Banyamulenge. Non. Non. Le M23 est un groupe armé à ne pas confondre avec la communauté Banyamulenge. C'est l'intelligence malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le M23 est un mouvement mandaté par les Banyamulenge pour faire la guerre pour leurs droits. C'est totalement faux. Alors, JMK, oui. C'est une question, cette question, elle est cruciale. Oui. Parce que vous avez vu ceux qui ont prémédité le chaos à Uvira. Ils ont, quelques heures avant de quitter Uvira, ils invitent les membres de la communauté Banyamulenge pour leur dire, écoutez, nous allons partir, venez avec nous. Certains ont été contraints par la force, ils sont partis en errance, en abandonnant leurs biens, parce qu'ils ont toujours vécu à Uvira. Pour vous donner l'image du cynisme, parce qu'à Uvira, il n'y a pas des FDLR, le fameux prétexte multiple recyclé 1000 fois. L'ambassadeur rwandais qui s'exprime au Conseil de sécurité en incarnant le rôle du père prononce 9 fois le mot Banyamulenge. Parce que eux, ils se sont arrogés le droit de se présenter comme protecteurs d'une communauté dans notre pays, et pour ça, ils massacrent et tuent les membres d'autres communautés, prétextant protéger le... Ce sont les Rwandais qui stigmatisent nos Banyamulenge et qui créent et qui veulent créer la division chez nous. Mais je veux vous dire qu'ils ont déchanté. Ils ont prévu le chaos. Mais parce que, attendez, pillage, hein? Ils ont pillé... Non, JMK. Laissez-moi terminer, justement. Oui. Le pillage a commencé quand? Le pillage commence 2 jours avant le départ. Il y a un rapport clair, mais le M23 et le Rwanda, c'est la même besogne, informez-vous. Posez la question à vos correspondants de Goma, ils vous diront que les véhicules ont traversé,
À Bukavu, la même chose. Ils pillent même des compagnies, même les outils de production, ils partent avec. Autant ils ont pris le goudron pour des projets d'infrastructure. Et donc, avant qu'ils ne quittent Uvira, ils ont planifié les pillages. Non seulement qu'ils ont planifié les pillages, ils ont planifié l'insécurité parce qu'ils ont laissé des agents en civil, ils ont ciblé les domiciles des compatriotes Banyamulenge pour qu'ils soient pris à partie, nous avions prévenu, pour qu'en sortant, ils disent voilà, ils ont pillé, mais en réalité, c'est la continuité du pillage qu'ils ont commencé avec des agents qu'ils avaient laissés. Je vous informe qu'une vingtaine des pilleurs a été arrêtés et qu'il y aura des procès publics, des procès qui vont se faire pour démontrer à Uvira. Alors, et donc, non, sur Uvira, parce que c'est un sujet clé et qui est essentiel. Oui. Et donc, lorsque ils quittent Uvira, ils avaient le plan qu'on s'en prendrait aux communautés Banyamulenge. Mais aujourd'hui, sûrement que vous avez vu les images, nos braves compatriotes Ouazalendo contribuent à sécuriser les pauvres familles innocentes Banyamulenge qui n'ont rien demandé en dehors de vivre en paix, là où ils ont toujours vécu en paix. Et vous voyez le cynisme. Donc on déplace, on fait un déplacement forcé, on contraint nos compatriotes à aller vivre dans des camps alors qu'ils ont leur logement où ils ont toujours vécu, leurs investissements qu'ils ont toujours faits, parce qu'on veut justifier la présence de troupes rwandaises sur nos sols. Et c'est le paroxysme du cynisme, et malheureusement, il y a certains Congolais qui sont complices de ces schémas. Et vous voulez que le lendemain, quand viendra le moment du fameux dialogue, qu'on s'asseye sur une même table avec ceux qui ont été complices des déplacements forcés de nos populations, de leurs meurtres, etc., sans qu'ils ne prennent le courage de dire qu'au plan sécuritaire, le mal, c'est le Rwanda. Nous n'inventons rien. Maintenant, après, nous pouvons aller sur des questions de gouvernance et on peut aller par A plus B. Je vais vous faire la démonstration que ceux qui pensent pouvoir donner des leçons ici, aujourd'hui, devraient tout simplement la fermer. Alors, monsieur le ministre, c'est quand même... le président de la République a dit plus d'une fois, à le moins d'escarmouches, Kagame va avoir des problèmes. Il va même... je l'ai traduit en lingala, à Kokota Zamba. Tout ceci, on les a pourquoi? Si notre armée a évolué, on a suffisamment de moyens maintenant, pourquoi on n'a jamais tiré sur le Rwanda? Pourquoi on n'a jamais inquiété, même par un petit drone qui arrive, qui kamikaze sur le Rwanda? Jean-Marie Kassambaya, on est dans une posture de pleurer constamment. D'abord, nous ne pleurons pas. Et je pense que c'est lui qui fait preuve de nervosité. Depuis le début de c'est lui. Il y a des vidéos, il y a des images. Et moi, je rigole parce que je vois qu'il y a le ministre des réseaux sociaux de l'autre côté qui s'amuse, y compris à copier notre narratif. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exister, eux. Et d'ailleurs, vous pouvez être sûr que c'est parmi un de vos téléspectateurs ce soir parce que le métier, c'est celui-là. Oui. Et c'est bien dommage. Mais pour vous dire, Jean-Marie Kassamba, le point que nous avons atteint aujourd'hui... Pourquoi on ne les inquiète pas? Mais qui vous dit qu'ils ne sont pas inquiétés? Lorsque vous avez des cimetières qui grossissent, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il y a un rapport public. Mais c'est parce que nous-mêmes... pas les mal qu'on fait au Rwanda. Attention, JMK. C'est parce que nous-mêmes, vous compris, les médias, nous restons souvent dans la périphérie. Nous n'allons pas dans la profondeur du sujet. Je veux vous partager les rapports de Human Rights Watch. Vous pouvez les appeler, les contacter, les interroger. Et les chiffres Je peux vous donner des chiffres, mais des statistiques, parce que les chiffres, le Rwandais les camoufle. Mais je crois que le Rwanda n'a jamais autant perdu de militaires que dans une guerre au Congo. Mais vous savez, sur l'opération d'Ogoma, ils ont engagé les tiers de l'armée rwandaise samedi après-midi, dans une ville sans eau, sans électricité. On a attaqué les hôpitaux, on a attaqué les écoles, on a transformé des écoles en cimetières, on a tué plus de 10 000 personnes. Les rues de Goma, que j'adore, étaient jonchées des corps. Et ce sont ces gens-là qui doivent aujourd'hui, ou leurs complices, qui peuvent aujourd'hui s'étarguer, de s'exprimer, de réclamer, d'aller s'asseoir. Non, mais c'est la question maintenant, monsieur le ministre. Il y a un minimum. S'il y a dialogue, qui va y venir? Non, de toute évidence. Qui va s'asseoir en face? Non, parce que Félix Tshisekedi. Non, et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que sur le dialogue, on en a deux en cours.
On a le dialogue avec le père, le processus de Washington, c'est un dialogue. On a le dialogue avec le fils, le processus de Doha, c'est un dialogue. Vous avez dit et les dialogues, qu'il est bloqué. J'en arrive. Vous avez dit J'en qu'il est arrive. bloqué, celui-là. De toute façon, c'est le cadre. C'est le cadre. Il y a eu le comportement qui a été dénoncé. Aujourd'hui, c'est un retrait forcé d'Ouvira. Parce qu'on ne pouvait pas, nous, penser, et ces gens-là ne pouvaient pas penser nous avoir à table pour rediscuter pendant qu'ils ont franchi la ligne rouge lorsque les lignes devaient déjà être figées, minimum. Et donc, lorsque nous discutons actuellement avec le fils à Doha, nous nous sommes mis d'accord, oui. C'est le fils. Il y a un lien de filiation démontré par tous les rapports de Nations Unies. C'est pas selon nous. Lorsque vous allez... Vous savez, il y a quelque chose... Vous êtes défenseur de la liberté de la presse. Oui. Est-ce qu'au Rwanda, vous pouvez faire un débat comme celui-ci? Est-ce qu'au Rwanda, vous pouvez faire des tribunes comme vous faites avec des journalistes tous les samedis? Vous pouvez me répondre sincèrement? Vous pouvez le faire? Non. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Ben parce que ce n'est pas le même État. Pourquoi? Parce que nous, on est... Mais les Rwandais disent aussi... Et regardez, je vais en arriver. Ça, on arrête les opposants. Je vais arriver même sur la question de l'arrestation. Nuitamment. Je vais y arriver. Lorsque vous allez à Uvira aujourd'hui, nos compatriotes respirent l'air de la liberté. À Uvira, nous avons eu deux exemples. Nous avons eu l'exemple de manifestations forcées et nous avons eu l'exemple d'une manifestation spontanée. Vous avez vu la liesse populaire essayer de communier autour de l'hymne national. Aujourd'hui, nos compatriotes qui sont à Bukavu et à Goma sont étouffés. Ils n'ont même pas le droit de s'exprimer. Parce qu'on veut exporter, le fils veut exporter le modèle du père en termes de privation des libertés, en termes de restriction de mouvement, en termes de touffement. Et vous avez vu, j'ai peut-être pas envie de le citer, mais vous avez vu qu'un de vos confrères a été tué. Oui, ma gloire, pas le Et oui. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a dit un quelconque mot sur les responsables ni sur la justice. C'est pour vous donner une illustration de ceux qui ne vivent que par le sang et de ceux qui ne vivent que par la contrainte. Nous, notre République démocratique du Congo, les pays du président Tshisekedi, n'est pas dans cet ordre. Laissez-moi vous poser la question, parce qu'on doit terminer cette émission qui est très suivie d'ailleurs. Oui, mais... sur la bonne gouvernance, monsieur le ministre, une société américaine paye service. Vous traîne en justice pour corruption, concision, trafic d'influence. Bon, c'est la preuve vivante que ce qu'on vous reproche par les Matata Pogno, les Franck Djongo et Jean-Claude Vouemba, au grand jour maintenant. D'abord, de un, il faut peut-être faire une économie. Service. D'abord, s'il vous plaît, d'abord, il faut faire une économie de noms. Lorsque vous citez quelques dents, on sait qui s'est soustrait à la justice, de quelle manière. On peut interroger certains choix. Je n'ai pas besoin de parler de Boukangalonzo et d'autres. S'il vous plaît, JMK, pour la beauté de cette émission, évitons de rentrer dans des considérations liées à des individus. Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se perde. La corruption existe partout dans tous les pays du monde. Mais ici... Non, mais vous avez posé votre question. Allez-y. Laissez-moi vous... On dit grandeur nature. Oui, laissez-moi vous répondre. Oui. Après, il y a toujours cette caricature. Un peu comme on disait à l'époque, le Congo, c'est la capitale mondiale du viol. Est-ce que les Congolais, c'est comme ça que nous visions dans notre pays? Non, c'est des caricatures. C'est vrai qu'il y a des défis auxquels nous devons faire face. Et sur la corruption, je veux vous donner une indication. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2026, vous pouvez vérifier, on n'a jamais raté une seule revue du programme avec les FMI ou la Banque mondiale ou les institutions de Bretton Woods. Vous savez comment ça fonctionne, ces programmes? Vous avez des experts qui viennent, qui interrogent votre plan de trésorerie. Ça veut dire que nous mettons nos chiffres là. Les experts qui viennent... Laissez-moi y aller. Allez-y. Vous avez posé une question cruciale. Laissez-moi vous répondre. Vous ne pouvez pas maquiller des chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. Et donc, vous avez ces experts qui viennent, qui regardent avec vous. Point A, dépenses pro-pauvres,
secteur social, secteur tel, secteur tel. Lorsque nous-mêmes, on remarque qu'il y a des difficultés, nous prenons des sanctions. À un moment, vous aviez entendu à l'époque qu'il y avait des soucis sur les frais de la gratuité. Il y a des inspecteurs qui ont passé des nuits à Makala. Je ne sais pas s'ils y sont toujours. Pour vous donner une indication. Et donc, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, si le pays là, notre pays à nous, était autant corrompu que vous le prétendez, que vous voulez faire croire, je ne suis pas sûr que nous réussirions à tous ces revues et qui nous permettent aujourd'hui, je crois, je n'ai pas les dernières statistiques, je pense que pour 2026, on pourra avoir même à peu près 3 milliards d'appui. J'étais à Washington, je pense le 4 décembre, avec le président, au bureau de Madame Georgina Cristalina, qui est la patronne directrice générale du Fonds monétaire international. Il a dit, Monsieur le Président, merci de votre visite de courtoisie, mais on n'a rien à dire. Monsieur le ministre, c'est une indication. Oui, vous venez de... Ensuite... Laissez-moi vous donner l'information, nous sommes en direct. Hein. Vous venez de totaliser 10 000 vues là, en l'espace de 50 minutes qu'on vient de faire ensemble. Je me demande la question, quel est l'intérêt que les Congolais, ceux qui nous suivent à travers le monde, ont pour ce que vous venez de dire, lorsque le pouvoir d'achat pose problème, les inondations posent problème. Vous êtes élu de Kinshasa. Lorsque, encore une fois, la bonne gouvernance... J'espère que vous me laissez terminer la première partie de la question, parce que je n'ai pas terminé. Je vois que le Dumat est en train d'exploser. Là, vous enchaînez. Je vais y répondre, soyons méthodiques. Allez-y. Alors, je disais sur la corruption, il y a ces tableaux-là. Et aujourd'hui, regardez la nature de nos dépenses. Le président avait pris, parmi les premiers engagements du président de la République, c'était l'amélioration du pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle s'est améliorée aujourd'hui ou pas? Le taux, le dollar, le franc congolais ne s'est-il pas raffermi? Les prix n'ont-ils pas baissé? Mais pourquoi vous, Télé 50, vous ne parlez pas souvent des choses qui avancent? Vous pensez que c'est de la génération spontanée qu'on a ça? Vous ne savez pas combien de nuits, combien de fois le président de la République a parlé de ces choses en conseil et combien la première ministre Judith Suminwa a tenu de réunions avec, au plan du côté ECOFIN. Vous voulez qu'on reparle du budget ou vous voulez qu'on reparle de quoi? Je vous épargne, ça fera l'objet d'autres émissions. Je reviens sur la question de paye-service. Parce que c'est une grosse supercherie. Supercherie, dites-vous? Oui, je vais y arriver. Paye-service. Je veux vous expliquer. Et je plains d'ailleurs cette forme de personnalisation autour de la ministre du portefeuille. Oui. Parce que le dossier de paye-service commence lorsque elle est directeur de cabinet adjointe du ministre des Finances de l'époque, Nicolas Kazadi. Paye-service vient proposer ses services. Il signe des mémorandums d'intention qui n'engagent à rien, c'est une déclaration d'intention, mais avec les portefeuilles, c'est assorti d'un contrat des participations à la société qui prétend être une banque. Comme vous le savez, les engagements financiers de l'État sont pris en charge non pas par la ministre du portefeuille de l'époque en l'occurrence, mais plutôt par le ministre des Finances, budget, finances. Et lorsque la question arrive aux finances, on fait ce qu'on appelle le due diligence. Nous devons payer 20 millions de dollars du trésor public, nous la payons à quelle structure? On doit vérifier. Oui. La structure qui prétend être une banque, les faits démontrent qu'elle n'en est pas une. C'est une fausse banque. Les ministres Nicolas Kazadi de l'époque décident de ne pas payer parce que la société n'avait pas les prétentions qu'elle prétendait. Passez-moi le verbe. Ensuite, celle qui était d'Irkaba à l'époque, qui était chargée justement de faire cette due diligence, passe elle-même plus tard ministre du portefeuille. Oui. Je vous épargne des détails, parce que non seulement qu'elle a reçu de sollicitations pour être embauchée par cette société, mais elle a même reçu des menaces en disant que nous allons vous accuser de corruption. Comment? Dites-moi un peu, Jean-Marie Kassamba. Donc, la question principale, c'est les paiements de 20 millions de dollars. Et donc, la société prétend que la ministre du portefeuille, que
le ministre des Finances ont cherché à se faire corrompre pour qu'il paye. C'est ça? Mais dites-moi alors, si Nicolas Kazadi n'avait pas payé, c'est parce que celle qui était son dirkaba à l'époque, Madame Julie Chikou, n'a pas trouvé des éléments qui confortaient les prétentions de la compagnie. Alors, comment voulez-vous que plus tard, lorsqu'elle devient ministre du portefeuille, elle change d'avis? Comment voulez-vous qu'elle change d'avis? Mais maintenant, vous êtes en justice. Alors, oui, mais c'est bien que nous ne soyons en justice, parce qu'en justice, c'est pas parce que c'est une société américaine que la justice américaine va trancher en sa faveur. Parce qu'il existe aujourd'hui des pièces. Des pièces que la ministre du portefeuille et les membres du gouvernement concernés pourront opposer à l'autre partie. C'est que moi j'ai vu derrière, au lieu de saluer d'ailleurs la vigilance de l'équipe de Madame Chikou, déjà à l'époque, pour dire, Monsieur le ministre des Finances, nous ne payons pas parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, ils ne correspondent pas aux prétentions qui nous étalent. Alors, comment expliquez-vous que plus tard, le ministre des Finances, le nouvel, celui qui est arrivé avec le gouvernement souminois, prenne la même position que son prédécesseur sur un Donc là, vous disculpez vos collègues? Non, la question, c'est pas de disculper mes collègues. La question, c'est de se dire, parce que malheureusement, nous sommes tous, et ça se comprend, dans un contexte où il y a une confrontation permanente, où des gens cherchent toujours par où trouver la petite bête. On veut créer des histoires, et j'en entends beaucoup sur mon collègue de Finances. Oui, il est ministre des Finances, c'est tout à fait normal, qu'il reçoive peut-être plus de pression ou d'attaque que nous. Vu, hein. Mais démêlé avec le ministre de la Justice. Il n'y a pas de démêlé. Il n'y a pas de démêlé entre les deux membres du gouvernement. Il ne faut pas vous fier à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a évidemment le ministre de la Justice dans les cadres de sa vigilance. Oui, de ce paiement d'un dossier dans le cadre, attention. Oui. Dans le cadre du travail. Vous savez, le ministre, là, je ne voudrais pas parler de lui, parce qu'on ne va pas individualiser les débats, mais il apporte son expertise dans un secteur qui est crucial. C'est parmi les secteurs sur lesquels s'assoient nos réformes. Et lorsque le ministre est saisi des soupçons des corruptions au ministère des Finances, le ministre s'informe et il utilise les voies légales qui sont les siennes. Et lorsque les voies légales arrivent à établir qu'en réalité c'était une usurpation d'identité de quelqu'un qui s'est présent, moi, vous connaissez l'honorable Chikouma, mais régulièrement, presque hebdomadairement, il m'envoie des messages. Voilà, tel me dit que j'ai appelé pour demander $50. Le ministre? Oui, lui, l'honorable Chikouma, plusieurs fois, il y a des gens qui substituent, qui prennent son identité, et d'autres qui prennent l'identité de Patrick Mouyaya pour demander $100. Et qui plus est, quand il s'agit du conseiller trésorerie au ministère de Finances, dans un pays où nous tous, nous savons combien nous nous battons, les gens, ça devient tellement facile. Aujourd'hui, on peut se substituer parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être de bonne foi ou peut-être naïfs, qui peuvent croire. Et je crois que ça, c'est un incident qui doit être clos parce qu'il y a une valeur cardinale qui nous lie tous. C'est la solidarité gouvernementale. Non, l'émission n'est pas terminée parce que vous avez posé la question sur les inondations. Ce que je dois dire sur ce sujet. De grands commentaires. Non, mais écoutez. Les Quinois souffrent. Écoutez, vous êtes élu de la FUNA. Je suis élu de Kinshasa. Êtes-vous fier quand vous voyez sur Triomphal, à chaque pluie, inondation, ça devient une lac? Je suis élu de Kinshasa et on ne peut pas être fier. On ne peut pas être fier de voir... La question, ce n'est pas les inondations, parce que les inondations peuvent arriver partout. La question, c'est comment nous avons travaillé notre système d'évacuation pour qu'il n'en ait pas. Vous voyez? Et de ces points de vue, on doit reconnaître qu'il y a des efforts à faire. Et nous avons, à travers, par exemple, vous connaissez l'honorable Jared Panzou, au niveau de la ville, il y a une vigilance. Que vous connaissez très bien. Bien sûr, autant au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une vigilance, autant ça l'est au niveau du gouvernement, parce que les questions des embouteillages, les questions des inondations, les questions de prix de première nécessité, vous avez commencé par parler du Conseil de ministres tout à l'heure, mais le président de la République s'exprime sur ces sujets tous les vendredis. Si vous suivez les comptes rendus, vous allez voir qu'il n'y a aucune question
aucune question qui concerne le Congolais qui ne soit pas abordée. Mais maintenant, il y a évidemment une distance entre la nécessité de refaire les structures et les conséquences que nous vivons. Moi, j'observe que lorsqu'il y a eu les dernières inondations, nous avions eu une réponse très rapide. On a utilisé, par exemple, les sites prévus pour les Jeux de la francophonie, les infrastructures sportives, pour soulager les compatriotes qui ont été touchés. Et par après, on a trouvé de fonds qui leur ont permis de se reloger. Mais ici, il y a un effort collectif à faire au niveau du gouvernement provincial. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des routes qui sont en réhabilitation dans toutes les communes de Kinshasa. Peut-être que vous devez vous rapprocher de Bouba pour le voir, mais entre-temps, Jean-Marie Kassamba, à certains égards, il y a aussi notre propre attitude à nous par rapport à notre environnement. Les plastiques, comment on les évacue? Quand nous conduisons, on peut aussi faire un effort pour avoir un minimum de courtoisie. Évidemment, la grosse responsabilité revient à l'État, mais dans ces travaux d'amélioration de la circulation de conditions à Kinshasa, à certains égards, nous avons aussi notre responsabilité. Monsieur le ministre, terminons cette émission avec une question sur la francophonie. J'ai vu des questions à ce sujet. Kagame a déjà positionné Mouchikiwabo pour le prochain mandat. Isidore Kouandja, depuis le Canada, dit la RDC est muette. On n'est même pas capable de faire du chantage à la francophonie pour sortir comme font les pays. Bon, écoutez, le prochain secrétaire général de l'OIF, pourquoi il ne viendrait pas de la RDC? Non, attention, Jean-Marie Kassamba. D'abord, il faut savoir que toutes les questions ne se traitent pas de la manière dont elles se traitent. Et nous sommes le gouvernement, nous ne sommes pas dictés par les narratifs rwandais. C'est eux qui sont dictés par notre narratif. La preuve, ils feront des réactions à cette émission. Oui. Sur la question de la francophonie, nous sommes en droit. Je crois que si la francophonie a 280 millions d'élocuteurs, nous en avons 100 millions. Mais on est plus qu'amorphe. Nous en avons 100 millions. On dit rien. Non, ce n'est pas parce que vous ne nous avez pas entendu encore sur le sujet et parce que les autres ont fait leur bruit que nous ne faisons rien. Les moments venus, nous aurons l'occasion de revenir pour vous donner on les termine détails. cette émission avec cette question de confiance, monsieur le ministre. Il s'annonce là, pour le mois de février-mars, un remaniement. Des confiances. Ça, c'est pas des questions. Non, moi, je vous la c'est pose. pas des questions Je vous la pose. Ça, c'est pas des questions qu'il faut me poser. Si on retrouve Patrick Mouya encore au gouvernement, ça sera dû à quoi? C'est pas des questions qu'il faut me poser. Ça serait dû à quoi? Non, c'est que je voudrais que ceux qui nous suivent retiennent ce soir. Oui. C'est que autour de Madame Souminois, vous avez des hommes et des femmes qui sont dévoués matin, midi et soir à contribuer pour régler les problèmes de Congolais. C'est bien ça le plus important. La question de la durée n'est pas plus importante que la question de ce que nous faisons quand nous sommes là. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez, je ne voudrais pas citer mes collègues, mais si vous faites les tours du gouvernement, vous allez voir des hommes et des femmes engagés à reformer, à transformer leur secteur. Hein. Mais la difficulté que nous avons... Ils n'ont pas de résultats. Au dernier conseil des ministres, le président l'a dit. La difficulté, il va vous évaluer. Mais c'est il va vous évaluer. Est-ce que vous n'évaluez pas votre rédaction? Oui, mais moi, je dirais pas c'est un exercice... Non, attention. C'est un exercice qui s'est fait et c'est un exercice régulier dans le cadre, justement, du travail qui est le nôtre, d'être redevable. Et JMK, je disais d'ailleurs, la démocratie n'a jamais autant bien respiré que sous le président. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé des arrestations. Oui. Si je peux me permettre un mot là-dessus. Non, attention. Il n'y a d'ailleurs aucun État... Il y a aucun État... les gens nuitamment. Laissez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a aucun État au monde qui ne dispose pas de services de sécurité. Oui, mais qui respecte la loi. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans un contexte où il y a des infiltrations. Nous sommes dans un contexte où il y a la parole politique de certains d'entre nous qui précèdent les actions de ceux qui nous tuent sur le terrain. Alors pourquoi vous voulez nous priver du droit de protéger la sécurité des autres Congolais? Alors, vous pouvez m'interroger peut-être sur la procédure. Je crois que le ministre Guillaume Gueffa y a répondu clairement autour du briefing. Et si vous pensez... Vous gardez les gens au secret non, attention. pendant autant de temps. JMK, soit que vous voulez que je vous réponde, soit que vous faites le relais de ceux qui savent être compromis. Parce que lorsque quelqu'un est interpellé par les services, ça veut dire que les services ont trouvé des éléments
qui nécessitent l'approfondissement. C'est évident que dans un État, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour la sécurité des autres, il est important qu'on regarde davantage là où il y a des soupçons d'être de point d'entrée de l'ennemi, parce que c'est au nom de la sécurité collective. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. L'émission est terminée. Merci. Nous sommes en janvier. Vous avez un agenda très chargé. Bonne chance pour le remaniement. Bonne chance pour le remaniement. Bonne chance à Télé 50 et mes vœux le meilleur à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci beaucoup. Et j'espère... L'élu de la FUNA. Je ne pourrais vraiment pas terminer sans saluer la bravoure, l'essence du patriotisme de nos compatriotes qui vivent sous occupation. Et je pense que l'exemple qu'ils nous montrent en termes de résistance et de résilience constitue quotidiennement les ferments de notre action. Et il y a quelque chose de fondamental. Le message que nous devons capter d'Uvira, c'est le message de l'unité. Parce que ceux qui avaient planté les chaos pensaient que nos compatriotes à Uvira considéreraient nos compatriotes Banyamulenge comme étant le groupe armé M23. Non, ici il y a une nette démarcation. Le M23 est un groupe armé qui ne représente pas la communauté Banyamulenge. Je le rappelle parce que c'est important que nous puissions préserver les vivre ensemble et j'espère que vous y contribuerez. Prochainement, on reviendra pour parler des désinformations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je vous laisse aller parce que vous avez tellement de choses à faire pour le pays et que nous aussi, nous avons des choses à faire pour transmettre à l'opinion l'essentiel de l'actualité de la RDC. Merci. C'est un peu élaboré, mais c'est comme ça en RDC. À très bientôt, avec un plaisir. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V